Merci à vous pour l'accueil déjà, c'est trop gentil. Bonjour tout le monde. Moi je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis formée à la thérapie comportementale dialectique, donc je me suis formée chez Sarbiofi et chez Behavioral Tech après 2 années de stage de master à l'hôpital Tarnier dans le 6e où eux ils faisaient des groupes de thérapie comportementale dialectique. Donc c'est une thérapie qui est plutôt proposée pour accompagner les personnes qui ont un trouble de personnalité borderline. C'est une des thérapies aujourd'hui qui est les plus validées avec la thérapie des schémas également. Les thérapies basées sur le transfert, aussi les thérapies interpersonnelles. Il y en a plusieurs, mais la TCD, elle a ses avantages à elle, qu'on va essayer de voir là aujourd'hui. Moi, je travaille principalement, enfin non, j'allais dire principalement, mais en fait, c'est pareil, j'ai un temps partiel pour chacun maintenant. J'ai un temps partiel en libéral et un temps partiel à l'hôpital de jour La Collégiale, dans le 5e. C'est un hôpital de jour qui appartient au groupe APHP, Cochin, Broca, Hôtel-Dieu. Ok. Donc moi, pour aujourd'hui, dans la ligne directrice, on m'a dit, c'est pas grave s'il n'y a pas de lien avec la population du sujet âgé pour le moment. Que déjà une petite introduction, c'était ok. Exactement. Ok. Donc j'ai pas fait de lien encore, mais peut-être pour un épisode de un jour, sait-on jamais. À ce compte-là, il faudrait que je fasse quelques recherches parce que pour être transparent avec vous, moi, la population que je reçois, soit en libéral, soit à l'hôpital de jour, c'est plutôt des jeunes adultes. Ouais, donc je dirais entre 20 35 ans, la majorité, hein. Après, ça nous arrive, il y a un groupe récemment où on a une personne, on a une autre doyenne qui avait un peu plus de 70 ans. C'était exceptionnel, hein. On n'avait jamais vu ça. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais vu ça à cet hôpital de jour-là. Du coup, est-ce que tu veux que je t'embête pas et que je sois autonome sur le changement des diapos? On va essayer. C'est comme tu veux. On va essayer, mais c'est en génération. Ah, ok. Et je suis obligé de... Non, c'était pour pas t'embêter, mais sinon ça me va, hein. Ça tient en fait à Zoom. Ah, Ah, d'accord. tiens. Ah, ça marche. Ah, bah génial, trop bien. Merci. Donc, j'appuie juste sur les flèches. Ouais. Super, ok. Du coup, un petit historique de la TCD. Donc, la TCD, elle a été développée dans la fin des années 80, dans le début des années 90 par une psychologue américaine qui elle-même est concernée par le trouble de personnalité borderline qui s'appelle Marsha Linehan. Très souvent, quand on aborde ce point en psychoéducation, ça rassure un petit peu les personnes qui s'engagent dans les groupes et ou dans la thérapie individuelle parce qu'il y a le côté, ok, je m'engage dans quelque chose qui a été pensé pour moi par quelqu'un qui potentiellement me comprend et qui a été concerné en tout cas par la même chose que moi. Donc c'est une thérapie qui a vraiment été pensée pour les personnes qui ont un trouble de personnalité borderline. Alors au début surtout des femmes parce que en fait il y a quand même un biais diagnostic en termes de prévalence. On est plutôt sur un sexe ratio féminin majoritairement à cause de certainement plein de biais, hein. C'est voilà, c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles sont plus potentiellement concernées. Il doit y avoir plein de biais sociétaux, de genre, etc., etc. dans la démarche diagnostique. En tout cas, euh, au début, cette thérapie, elle a vraiment été pensée pour cibler les symptômes d'automutilation et de tentative de suicide et la fréquence d'hospitalisation. Donc on était vraiment sur les symptômes les plus bruyants. C'est pour ça qu'elle a été élaborée de base. Les premières méta-analyses, d'ailleurs, elles montrent que au début, alors le premier ERC, le premier essai randomisé contrôlé, il a été fait en 91, si ma mémoire est bonne. Donc, ça commence à potentiellement être un peu vieux et à la fois, c'est un peu jeune et à la fois, ça commence quand même à remonter. On commence à avoir un peu de recul sur ces thérapies-là. Donc, on a des méta-analyses qui montrent que dans un premier temps, vraiment les premières études qui ont été faites, elles ciblaient vraiment l'efficacité de la thérapie sur ces symptômes-là, automutilation, tentative de suicide, et que de fait, il y avait significativement une baisse lorsque les personnes étaient engagées dans cette thérapie-là. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de ça? Je sais pas. Je l'avais mis, mais finalement, C'est bien de préciser de quoi on parle, parce que ouais, parfois, sous un même vocable, oui. on décrit des réalités différentes. Donc moi, je veux bien. Ouais, bah avec plaisir, ok, très bien. J'essaie de m'adapter un peu à la demande aussi. Et on reviendra sur les... C'est pareil, j'ai des diapos après sur les symptômes du trouble de perso borderline. Je sais pas dans quelle mesure ça va vous intéresser ou pas. Elles sont là. Si ça vous intéresse, on y va. Si ça vous intéresse pas, on les saute, quoi.
Donc là, on a alors c'est pas une frise chronologique exhaustive, hein, évidemment, mais on a deux, trois petites dates clés où on voit quand même que dans le début des années 1900 jusqu'à un peu plus tard que la moitié de ces années-là, on a déjà des premières définitions du tableau clinique du trouble, donc qui sont des définitions pour le coup beaucoup empreintes du prisme analytique. Euh, Parce qu'il me semble que c'était la mouvance prioritaire dans ces années-là. Et c'est OK. Dominante. Exactement, ouais, tout à fait. Dominante, oui, plus que prioritaire, exactement. Euh, à partir de 68, commence à émerger la notion de psychotique limite. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça montre bien un petit peu le flou dans lequel se trouvait ce trouble, c'est-à-dire dans une classification qui après deviendra celle de Bergeret, je trouve qu'elle est assez claire à ce sujet, où on retrouve des fonctionnements névrotiques, des fonctionnements psychotiques, et au milieu on retrouve le fonctionnement limite, où en fait, d'après ce que je comprends, je me permets de l'incarner là, mais j'y étais pas, donc je suis pas persuadée que ça s'est passé comme ça. Euh, L'idée, c'était que finalement, les psychiatres de l'époque, les professionnels de la santé mentale de l'époque se disaient, mais qui sont donc ces personnes qui ont des symptômes névrotiques et qui, à la fois, on peut avoir des symptômes psychotiques et qui sont ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, qui sont un peu les deux à la fois. Et donc, il y avait cette espèce de catégorie qui est arrivée qui s'appelait limite. On est à la limite de la psychose, on n'est pas tout à fait dedans. Ce qui a donné du coup après le terme de trouble de personnalité état limite qu'on retrouve pour la première fois dans le DSM-3. Alors, qu'est-ce que c'est le trouble de personnalité borderline? Eh bien déjà, petit point très très rapide parce que du coup je vois que je parle aussi à des collègues, donc je veux pas avoir la prétention de vous apprendre des choses que vous savez déjà. Un trouble de personnalité, on va poser le diagnostic d'un trouble de personnalité à partir du moment où le fonctionnement, c'est-à-dire la façon de vivre ses émotions, de penser les choses, que ce soit soi, les autres, le monde, notre façon d'agir, notre façon d'interagir, elle va au quotidien être envahie, handicapée, rigide et que ça va amener des sources de souffrance. C'est-à-dire notre fonctionnement, cette façon de vivre les choses, de les penser, d'interagir, d'agir, ça va être envahissant dans le sens où ça va concerner plusieurs domaines de notre vie de façon handicapante. Donc dans plusieurs domaines de ma vie, je vais être handicapée par un fonctionnement qui est rigide, que j'ai énormément de mal à assouplir pour le coup. Et du coup, ça va m'amener à moi une grande source de souffrance et potentiellement à mon entourage. Euh, voilà, donc déjà sur le trouble de personnalité en général, on est là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que c'est le trouble de personnalité borderline particulièrement? Il y a deux mots-clés qu'on peut retrouver dans ce trouble-là. L'instabilité qui va mener à l'impulsivité. C'est vraiment le pilier, c'est vraiment le nerf de la guerre, cette instabilité-là. C'est ça d'ailleurs qui permet de faire la différence dans les diagnostics différentiels avec quelqu'un qui nous dirait bah ouais mais moi mon humeur elle change tout le temps, mes émotions changent tout le temps, j'ai l'impression que je peux être heureuse à 10 heures du matin et complètement déprimée à midi et puis je vais être très en colère à midi et demi parce que j'ai reçu un message. Et en fait c'est des gens qui vont vraiment nous parler d'un ascenseur émotionnel très intense et très fatigant comparé à des personnes qui se situent plus sur des tableaux cliniques type trouble de l'humeur, notamment bipolaire, où là, on voit quand même des cycles, on voit quand même quelque chose qui s'installe un peu plus longtemps dans le temps. Donc cette instabilité, elle est vraiment primordiale dans le tableau clinique du trouble de personnalité borderline. On peut la retrouver dans trois domaines de leur vie. Instabilité sur l'image de soi, instabilité sur les émotions, instabilité dans les relations interpersonnelles. On va retrouver ici nos 9 symptômes, nos 9 critères diagnostiques. Donc instabilité dans l'image de soi, bonjour. Ça parle notamment de la perturbation identitaire. Donc c'est un spectre ce symptôme-là. Il y a des personnes qui peuvent l'avoir de façon plutôt légère, des personnes qui vont l'avoir de façon plus sévère. La perturbation identitaire, en fait, c'est la difficulté à créer un socle identitaire solide, en fait, à savoir qui on est finalement. Si je vais plus vite. Donc, il y a des personnes qui vont le vivre de façon plutôt, on va dire, légère dans l'expression du symptôme, qui vont nous dire, ah ben moi, j'ai tendance à changer de hobby hyper régulièrement. Je peux me mettre à fond dans le tennis et puis au bout de un mois et demi, ça me saoule, j'arrête complètement et puis je vais me mettre au crochet. Donc, à la limite, ça, c'est pas, on peut se dire, bon, ouais, ça peut être quelqu'un qui se cherche peut-être encore, malgré le stade adolescent dépassé, pourquoi pas, dans le sens où c'est pas forcément très handicapant. Pour autant, il peut quand même y avoir un côté, lorsque ça devient un peu plus sévère, de l'ordre de, en fait, je sais pas vraiment quelles sont mes valeurs.
Ça peut être anxiogène de venir se présenter devant un groupe. Qu'est-ce que je dis de moi? Je suis quoi, finalement? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Euh, et ça peut amener énormément de souffrance parce que ça peut être très lié à ce qui se passe après, là, le sentiment sur la diapo, le sentiment de vide chronique. Parce que, en fait, à être à la fois un peu partout, ça fait que certains vont dire qu'en se sentant un peu partout, ils se sentent un petit peu nulle part et ça crée un côté un peu perte de sens. Le vide, ça peut s'exprimer très concrètement par je m'ennuie, j'ai besoin de remplir ma vie hyper régulièrement, voire de me surmener en fait pour pas avoir de moments de repos où je sens que il se passe rien, c'est hyper anxiogène, c'est vide. Mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin, le sentiment de vide chronique, ça peut aller vers la perte de sens de bah je comprends pas pourquoi je suis dans cette relation amoureuse, je comprends pas pourquoi je continue à faire ce boulot-là. Et malheureusement, on en arrive des fois, en fait, je comprends même pas quel est le sens de ma vie. Du coup, quel intérêt d'être là? On est quand même sur une population qui est hyper concernée par les tentatives de suicide. Hyper concernée. Et on va avoir des épisodes dissociatifs, d'où peut-être le fait qu'à un moment, ça a été considéré comme une catégorie limite du fonctionnement. Parce que, bah, tout comme chez les personnes psychotiques, et ben les personnes qui ont un trouble de personnalité borderline peuvent avoir des épisodes dépressifs. Par contre, vraiment, c'est des épisodes. C'est-à-dire, il n'y a pas de délire très construit qui va durer dans le temps. C'est vraiment des épisodes. Ils dissocient de façon tout à fait classique parce que situation qui va amener beaucoup trop de stress, grosse décharge, adrénaline, noradrénaline, il y a un côté ok, j'arrive pas à surpasser ce qui est en train de se passer, mais les défenses qui pourraient être mises en place grâce à ces décharges hormonales, elles peuvent pas s'effectuer. Je peux ni fuir ni combattre la situation. Je dissocie. Donc oui, il peut même y avoir des personnes qui peuvent avoir des hallucinations dans les moments de dissociation, mais c'est vraiment c'est circonscrit dans le temps. Je sais pas si le mot circonscrit est bien utilisé ici. En tout cas, c'est j'aurais pas de synonyme pour vous dire ce que je voudrais dire. Il y a vraiment un début et une fin qui est assez proche. Ça va pas durer, ça va pas durer des jours et des jours. S'il y a des états dissociatifs, les hallucinations, c'est rare qu'elles durent des jours et des jours. Ou alors, c'est que là, on touche à une comorbidité potentiellement un peu trauma, etc., etc. Euh, Instabilité sur les émotions, donc bien évidemment dysrégulation émotionnelle et labilité émotionnelle, donc des mots tout à fait compliqués pour dire des choses très simples. À savoir, dysrégulation émotionnelle, c'est le fait d'avoir du mal à réguler ses émotions de façon efficace. Quand je dis de façon efficace, c'est de façon productive. En l'occurrence, sur cette population-là, c'est sans se faire du mal, malheureusement. Et l'habilité, ça veut dire que ça change très vite sur des intensités très importantes. Les colères dites, je crois, dans le DSM, inappropriées ou démesurées. En tout cas, c'est dit comme ça dans le DSM. Bon, c'est un critère diagnostique à part entière aujourd'hui. Pour autant, c'est vrai que celui-ci participe peut-être un petit peu, voire beaucoup, à la stigmatisation de ce trouble. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais même des fois des profs ou des tuteurs de stage dans d'autres stages que celui que je faisais à Tarnier qui me disaient oh là là, mais c'est une population hyper colérique, qui peut lancer des objets, qui peut frapper des gens. Fais gaffe en tant que stagiaire et tout. Bon, moi, j'ai jamais reçu un seul objet dans la tronche. Voilà, maintenant, ça fait, je suis diplômée depuis 2021 et j'avais fait 2 ans de stage avant auprès de cette population. Donc, depuis 2019, je croise des personnes qui ont un trouble de perso borderline tous les jours. Pour le moment, j'ai jamais rien pris dans la tronche. Voilà, je dis pas que, par contre, bon, on va pas non, je vais pas non plus faire de stigmatisation à l'envers. Évidemment, oui, que des crises de colère, ça arrive, que des crises classiques peuvent arriver. En revanche, on en oublie beaucoup à penser cette colère de façon uniquement extériorisée. On en oublie tous les profils qui sont même beaucoup plus majoritaires que les profils de colère extériorisée, de colère intériorisée, où en fait les gens vont être en colère contre eux-mêmes et se faire du mal à eux. Et franchement, moi, de ma petite expérience, j'ai vu quand même une énorme majorité de profils qui étaient plutôt ceux-là. Les gens vont se faire du mal à eux, en fait, en réalité. Ils vont pas tant faire du mal aux autres. Physiquement, j'entends. Par contre, je dis pas que ça n'arrive jamais. Ça peut arriver. J'ai une patiente, elle a mordu l'oreille de sa mère une fois. Mais c'est une patiente sur nombre. Et puis même, si je prends son cas à elle, c'est une fois sur nombre de fois où elle s'est scarifiée. J'ai un ratio qui est énorme, quoi. Et ensuite, c'est instabilité sur les relations.
Donc évidemment, c'est une population qui est très concernée par la peur de l'abandon, mais dans l'abandon, vous pouvez mettre rejet et invalidation. Parce qu'en fait, l'invalidation et le rejet, ça peut être vécu comme des débuts d'abandon, finalement, qui vont faire énormément d'efforts pour éviter d'être abandonnés. Donc c'est des personnes très souvent qui ont un trouble de l'attachement, plutôt de type désorganisé, la plupart du temps. Euh, je dis pas que ça peut pas être anxieux, ambivalent et ou évitant, mais en général, il semblerait qu'on est plutôt sur une majorité de troubles de l'attachement de type désorganisé. Et du coup, c'est des personnes qui vont certainement énormément chercher à activer l'attachement chez l'autre par diverses stratégies. Ça peut être la sursollicitation, ça peut être le rejet du type, ben, plutôt qu'on ne me rejette moi, c'est moi qui vais rejeter avant. Ma foi, pourquoi pas, ça peut donner l'impression d'avoir un peu plus de contrôle. Ou éventuellement, ça peut être par de l'évitement aussi, hein. C'est je me mets pas en relation, comme ça, je risque pas d'être rejetée, je risque pas d'être abandonnée. Ce qui, ma foi, peut paraître plutôt fonctionnel jusqu'au moment où ça dure un peu trop longtemps et où les gens souffrent de cet isolement, bien sûr. Et c'est des personnes qui sont très clivées. Donc, le clivage, c'est OK pour tout le monde, là, j'imagine. Là, par contre, non. Oui, bah non. Non, pas pour nos invités lycéennes. Oui, non, forcément. Le clivage, dites-moi du coup si je dis des bêtises, sait-on jamais. Le clivage, c'est la difficulté à faire coexister une bonne facette de quelque chose et une mauvaise facette de quelque chose, en tout cas que nous, on considérerait comme bon et mauvais. Par exemple, on nous a dit, en tout cas moi dans mes études de psycho, on m'a dit que en psycho de l'enfant, que l'enfant quand il est petit, il a beaucoup de mal à faire la différence à un moment de sa vie, quand il est vraiment très petit, il a du mal à faire la différence entre la maman qu'il aime et qu'il nourrit, ou le papa, et la maman ou le papa qu'il dispute. À ce moment-là, ça crée un petit peu de dilemme, il y a un petit peu un côté justement, je dissocie les deux figures de quoi? Mais comment ma mère qui m'adore, elle peut me crier dessus comme ça, mais ça va pas ou quoi? Ouais. Et en fait, ben, à l'âge adulte, il y a des personnes qui continuent à vivre ça et qui vont passer dans des façons de percevoir les autres et le monde euh, en alternant sur c'est une super personne versus cette personne peut être, excusez-moi du mot, mais je l'ai déjà entendu, la pire merde. Mais en fait, c'est vrai sur soi aussi dans cette population. Les personnes peuvent comme cliver sur elles-mêmes, d'où la perturbation identitaire, l'instabilité sur l'image de soi. C'est des personnes qui peuvent nous dire je suis super, je suis hyper compétente, et si on les revoit le lendemain, à tout moment, elles nous disent, oh là là, j'ai eu un manquement auprès d'une copine, je me rends compte que je l'ai blessée, je suis vraiment la pire personne sur Terre. Donc il y a vraiment le côté bon et mauvais côté de la force, si vous avez la ref Star Wars. Du coup, dans l'impulsivité, ce que ça va nous donner, c'est que très souvent, on a ce que la TCD appelle des urgences à l'action, donc des comportements impulsifs. En fait, il y a le côté, cette instabilité est tellement difficile à vivre, elle va engendrer des émotions tellement intenses, et les émotions de toute façon sont tellement intenses et changent tellement rapidement qu'il y a vraiment besoin de se décharger et de trouver des techniques pour gérer cette émotion-là. Et malheureusement, ça passe souvent par des urgences à l'action, c'est-à-dire des actions qui, sur le coup, vont remplir le job, ça va permettre de décharger, de gérer l'émotion, d'exprimer des choses, mais qui, sur le long terme, vont avoir beaucoup de conséquences très négatives, à savoir, ça va très certainement engendrer de la culpabilité, du regret, une mauvaise image de soi. Et par urgence à l'action, celle qu'on voit le plus, c'est les consommations, les automutilations, les tentatives de suicide, l'hétéroagressivité. Donc l'hétéroagressivité, c'est quand on est agressif envers les autres. Euh, voilà, ça peut être des comportements sexuels à risque, des mises en danger en fait, hein, de toutes sortes, hein. Après, libre cours malheureusement à la créativité de chacun. J'ai un patient, il grimpait à des poteaux électriques à un moment. J'aurais jamais pensé que c'était possible, ma foi. Mais voilà, lui, c'était sa technique à lui euh, pour prendre un peu de hauteur. Et disait-il, oui, l'image est bien trouvée, ceci dit. Ça va pour ça? Ouais. Donc du coup, on dit souvent que le trouble de personnalité borderline, c'est un fonctionnement en tout ou rien. En fait, c'est des personnes qui ont beaucoup le biais cognitif de la dichotomie, hein. C'est pas juste un, un style voilà, c'est pas un trait littéraire, hein, le pourquoi on parle de fonctionnement en tout ou rien. Littéralement, dans la clinique, ça peut se voir, hein. Vous voyez tout à l'heure, quand je donnais l'exemple du clivage sur soi-même, je suis super ou je suis littéralement une merde. On est typiquement dans cette dichotomie-là. Et il y a ce côté, en fait, ça crée des dilemmes parce qu'il y a le côté où ça pourrait pas coexister. C'est si je suis une merde là tout de suite maintenant, je peux pas être une bonne personne. Et j'ai pas pu déjà l'être. C'est-à-dire, en plus, je me suis menti, je me suis fourvoyée. Ouais. Donc ça crée beaucoup de dilemmes.
Ça crée des dilemmes entre vulnérabilité émotionnelle et auto-invalidation. En fait, c'est des personnes qui vont ressentir très très fort et qui malheureusement vont souvent se dire j'ai pas le droit de ressentir ça. On peut aussi voir des dilemmes de verbalisation de la demande, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui vont beaucoup masquer potentiellement, qui vont montrer une forme de compétence, de je gère, tout va bien, je peux me réguler, ça m'a pas touché là ce qui m'a été dit. Et de l'autre côté, beaucoup d'exigences envers les autres, une espèce de forme de de passivité envers soi, de mais c'est l'autre qui aurait dû anticiper que ça pourrait me faire du mal. Donc je vais pas montrer que ça me fait mal et à la fois, t'aurais dû quand même savoir que ça allait me toucher ce que tu m'as dit. C'est pas toujours facile dans l'alliance thérapeutique et à la fois c'est très très riche et je trouve que la TCD elle permet vraiment d'avoir un bon cadre par rapport à la façon de gérer le lien. Tout ça c'est des exemples, hein. Toutes les personnes borderline vivent pas ça, hein. Ou en tout cas pas de cette façon, pas de la façon dont je l'illustre moi dans mes exemples aussi, hein. C'est vraiment les grandes lignes, hein. Et puis, on va retrouver un dilemme par rapport aux évitements traumatiques et expérientiels, c'est-à-dire c'est des personnes en fait qui vont faire des crises très fréquentes, qui vont avoir des comportements impulsifs très fréquents, en fait qui vont perdre le contrôle et qui à la fois vont essayer du coup au max pour pas perdre ce contrôle, d'éviter les émotions pour certains. Moi, j'ai une patiente encore récemment qui nous disait à mon équipe de l'hôpital, mais moi, je dissocie. Je sais que je dissocie et je fais en sorte même de dissocier. C'est-à-dire, moi, c'est une capacité pour moi de dissocier. J'ai pas le luxe de pouvoir faire des crises, alors qu'en fait, bah, elle en fait parce que comme elle contrôle un peu tout, forcément, à un moment, il y a un effet, il y a un effet. Le bouchon pète, quoi. Forcément. Voilà. Et ce trouble, eh bien, on considère aujourd'hui, mais comme beaucoup de troubles, hein, il me semble, hein, c'est pas exclusif aux troubles de personnalité et aux troubles de personnalité borderline, que la genèse de ce trouble, elle vient vraiment d'une transaction entre des facteurs biologiques et environnementaux, donc qui est des vulnérabilités biologiques au niveau du cortex préfrontal par rapport à l'impulsivité, au niveau de la zone limbique par rapport à l'hypersensibilité, why not, même si j'avais vu lors d'une conférence d'un chercheur en épigénétique, c'était un cycle de conférences sur le trouble de personnalité borderline où le monsieur disait que pour le coup, aujourd'hui, on n'avait pas encore ciblé un gène. C'est-à-dire le gène du trouble de perso borderline n'existe pas. C'est une mutation d'une constellation de gènes qui va prédisposer à une forme d'impulsivité et d'hypersensibilité. Il faudrait qu'il y ait transaction avec un environnement qu'on va appeler invalidant ou inefficace. Et ça, Marsha Linehan, elle a dit le mot qu'elle avait à dire là-dessus. Un environnement invalidant et ou inefficace, ça peut être aussi bien un environnement qui invalide, c'est-à-dire qui littéralement va dire à un enfant qui dit j'ai peur, non, c'est stupide d'avoir peur, il n'y a pas à avoir peur dans cette situation-là. Le noir, par exemple, ça fait pas peur, donc non, c'est bon, t'arrêtes, il n'y a pas à avoir peur. Ça, c'est déjà invalidant. Même si on le fait avec énormément de bienveillance, qu'on se dit oui, mais c'est pour l'enfant, c'est parce qu'il faut qu'il apprenne aussi que le noir, ça fait pas peur. Bah, en fait, c'est invalidant. Et une personne hypersensible, déjà de base, un enfant hypersensible, il peut vivre ça de façon hyper violente. Et si ça se répercute tous les jours, il peut vivre ça vraiment comme une violence répétée. Et malheureusement, développer même. J'avais fait une formation l'an dernier sur la théorie de l'attachement dans le trouble de personnalité borderline. Et le monsieur, le formateur, il appelait ça un trauma développemental. euh, il appelait ça un trauma d'invalidation développementale relationnelle. Donc on est déjà sur un trauma complexe, juste d'invalidation, juste, comparé à tout ce qu'on imagine d'autre dans un trauma complexe. En fait, l'invalidation, ça peut suffire à créer des traumas complexes sur un enfant qui est déjà hypersensible, réellement. Ça peut. Mais pas que. Marsha Linehan, elle parle aussi d'environnements invalidants pour des environnements négligents, c'est-à-dire des environnements qui répondraient juste pas, entre guillemets, enfin, qui iraient même pas jusqu'à invalider, qui, qui répondraient pas. J'ai le cas d'une patiente qui avait une maman dépressive. Euh, Elle a développé ce trauma complexe développemental, relationnel quand même, parce qu'en fait, en face, il y avait pas de réponse. La personne n'était pas en capacité de répondre aux besoins et à la création de ce qu'est la régulation émotionnelle. Et aussi les environnements surprotecteurs qui vont aller au devant du besoin.
a priori que ça aiderait pas trop à l'enfant à comprendre à quoi servent ses émotions. Il a pas le temps de les vivre en fait puisque on fait tout pour qu'il les vive pas. Allez, notre TCD maintenant. La TCD, elle est intégrative, hein. Elle est beaucoup inspirée des thérapies cognitives et comportementales. Elle est inspirée aussi de la philosophie zen, en tout cas de la partie pleine conscience. On a un module de pleine conscience dans notre TCD et c'est la base de tous nos autres modules. Alors vraiment, c'est la philosophie zen, hein, pas le zen bouddhiste. On ne fait pas de religion avec nos patients. Je suis un très mauvais Bouddha et donc je vais pas leur demander de l'être, hein. Et bien sûr, les principes dialectiques qui sont les suivants. Alors en ce moment à l'hôpital, nous, on a un étudiant en philosophie. J'espère qu'il n'est pas connecté parce que parce que vraiment, alors moi je suis psychologue, pas philosophe, donc j'utilise les principes dialectiques qu'on m'a appris en formation pour une psychothérapie. Maintenant, peut-être qu'en termes de philosophie, c'est pas ok, hein, mais ou je vais pas assez loin peut-être, mais voilà, c'est pas grave. Je suis psy, pas philosophe. Les principes dialectiques, en tout cas utilisés en TCD, c'est ces trois principes-là. Interdépendance, unité, polarité, changement continu. Interdépendance et unité, bah en fait, ça vient nous rappeler que, en tout cas nous proposer que, en tant qu'humain, et là vous avez vu, enfin très franchement, là pour le coup la TCD elle a rien inventé, hein, c'est qu'en fait, bah nous en tant qu'humains, on vit dans des systèmes tout le temps. On vit dans le système de nos collègues, on vit dans notre système familial, notre couple, c'est un système pour peu qu'on en ait un. Si on a un chien, si on est célibataire avec un chien, on est déjà dans un système. On est déjà dans un système relationnel. Donc notre identité, elle se façonne sur la base de nos relations. Et qui dit relation dit aussi cadre relationnel. Qui dit personne impliquée dans cette relation dit besoin et limites. Et nos limites, finalement, elles sont là par rapport à ce qui est en face de nous. Elles sont construites, elles sont inhérentes à nous, mais en fait, elles vont plus ou moins s'activer en fonction de ce qui se passe dans notre système. La polarité, eh ben, ce que ça veut dire, c'est que en fait, il n'existe pas de réalité avec un grand R. C'est-à-dire, moi, j'utilise souvent avec les patients, j'utilise souvent l'exemple d'une fois où mon conjoint, ma nièce et moi, on était devant une araignée. On avait une petite de 8 ans qui avait très très peur, parce qu'à l'époque elle avait 8 ans, elle avait très très peur de cette araignée. Moi j'étais dans un entre-deux de ça va, je peux la tolérer, il faudrait pas qu'elle m'approche de trop. Et mon conjoint, lui, ça aurait été une feuille, ça aurait été pareil, quoi. Il en avait rien à faire de cette araignée. Et ben en fait, qui a raison, qui a tort? Personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Enfin, il n'y a pas de réalité avec un grand R de est-ce que c'est ok ou pas d'avoir peur de cette araignée. On peut avoir peur pour différentes raisons. En revanche, si je suis face à un psy TCD, le psy TCD va sûrement me demander dans les faits, puisque la peur c'est l'émotion de la menace, dans les faits, qu'est-ce qui peut arriver avec cette araignée? Est-ce que cette araignée peut te tuer? Bon bah, en France, dans le fin fond du sud de la France, a priori cette araignée elle peut pas nous faire grand-chose à ma nièce et moi. Ceci dit, est-ce qu'on a tort quand même d'avoir peur? Bien sûr que non. Il y a des raisons, en fait, on va chercher, il y a forcément une cause. Donc cette réalité, elle comprend aussi des forces opposées. Exemple tout basique, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un café à prendre avec un pote, pas vu de longue date, et vous êtes à la fois très content d'y aller, et à la fois vous stressez un peu? Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ben oui, mais c'est vraiment ça l'histoire, hein. C'est des forces opposées qui coexistent. Et le changement continue. Rien n'est permanent. La seule chose qui est permanente, c'est le fait que les choses soient pas permanentes. C'est un peu méta. Ok. Moi, je vais pas plus le développer avec vous en ce moment parce que je commence à avoir besoin de vacances et je suis un peu consciente de mon angoisse de mort. Et voilà, la phrase, la seule chose permanente, c'est que rien n'est permanent. Ah, là aujourd'hui, ça active un peu. En tout cas, ce qu'on va faire en TCD, c'est essayer de faire coexister ces forces opposées qui, de toute façon, changent tout le temps et qui dépendent d'un système à travers un processus de thèse, antithèse, synthèse. Voilà, c'est ça la dialectique. Alors, on va pas le dire avec des mots aussi philosophique auprès des patients, quoique des fois ça peut arriver, mais en tout cas, on va voir qu'on a bien théorisé tout ça et rendu un peu concret. Euh, Faire coexister des opposés en TCD, on appelle ça prendre la voie du milieu. Moi, j'utilise pas trop ce mot-là avec les patients, j'avoue. J'avoue. J'ai l'impression un peu de les lancer dans une quête World of Warcraft ou Seigneur des Anneaux, j'avoue. Mais c'est le côté milieu, hein. Mais on comprend bien qu'il y a un côté recherche d'équilibre.
On cherche quand même une forme d'équilibre, on cherche à faire coexister des choses. Toutes nos, En thérapie, dans cette dialectique-là, en fait, tous nos outils, ils vont être basés sur une dialectique acceptation-changement. C'est faire coexister l'acceptation et le changement. Accepter, m'accepter moi-même, ça veut pas dire me dire, bon, bah, c'est que je suis comme ça, tant pis, il faut que je reste comme ça. C'est pas de la résignation, l'acceptation. C'est pas, bon, bah voilà, j'ai bien vu mes symptômes, c'est bon, je sais qu'ils sont là, je les accepte, ils font partie de moi. Bon, bah voilà, j'arrête là. Non, c'est aussi se dire, ok, maintenant que je les ai vus en face, bah, je suis en capacité de dire, il y a quand même des choses qui me conviennent pas et peut-être que je me sens prête à faire les efforts, parce que ça va forcément demander des efforts, pour aller vers une forme de changement. Et une fois que j'atteins une certaine forme de changement, peut-être que je vais m'accepter un petit peu mieux moi-même et que ça va ouvrir d'autres portes d'observation de moi et qu'il y a peut-être d'autres choses que je vais observer comme étant des choses que j'ai envie de changer et je vais retourner vers le changement. Et puis pour retourner vers l'acceptation. En fait, c'est ça la dialectique qu'on nous apprend en TCD. C'est une dialectique où nos outils en fait vont être placés sur cette balance acceptation-changement. Et notre posture à nous de thérapeute en tant que TCD, c'est être entre validation et moteur de changement. C'est de pouvoir dire sur, par exemple, une situation où une personne a fait un comportement qu'elle avait ciblé comme étant un comportement à changer, mais qu'elle a fait quand même, par exemple des scarifications, c'est de pouvoir dire, j'entends tout à fait que vous avez vécu ces émotions-là dans cette situation, que c'est ça ce qui s'est passé pour vous, que vous avez pensé ça, et qu'à ce moment-là, vous avez été débordé, vous n'avez pas pu faire autrement, et vous avez fait vos scarifications. Et à la fois, on va voir ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus. En fait, je valide toute la chaîne émotionnelle, enfin cognitive, sensorielle, etc., etc. Mais je vais pas valider le comportement à la fin. À aucun moment je vais dire vous avez eu raison de le faire. C'est bien de l'avoir fait. Vous pouviez pas faire autrement. Ça, je vais jamais valider le on peut pas faire autrement. Il y a beaucoup de limites à ce qu'est la validation. La validation, c'est communiquer à une personne que ses émotions, ses pensées et la cause de ses actions ont un sens et sont compréhensibles. Mais que même les actions, en fait, ont un sens. En revanche, on va pas valider le comportement. Oui, on comprend pourquoi vous l'avez fait, et à la fois, c'est pas ok de l'avoir fait. Il y a une technique en TCD qui s'appelle le c'est dommage. C'est dommage de l'avoir fait. C'est dommage. Ok. Il y a plusieurs niveaux de validation. Rien qu'écouter, observer, c'est déjà validant. Il y en a, vous êtes en train de me valider depuis tout à l'heure, je sais pas si vous le savez. Vous me faites des. Je sens une connexion. Oui, oui, tout à fait. Sur mon araignée tout à l'heure, par exemple, quand je vous dis, bah moi j'ai eu peur de cette, enfin j'étais dans un milieu, j'aimais pas trop cette araignée. Il y en a, vous m'avez validé. Hein. Bah oui, c'est ça qui existait pour toi, Marie, à ce moment-là. Bah oui, bien sûr. Reformuler fidèlement, c'est déjà de la validation. Ok, donc si je comprends bien, donc ça c'est un petit peu la base de ce qu'on peut apprendre dans nos études de psycho, hein, la reformulation. Mais reformuler, dire ok, donc à ce moment-là, en fait, vous aviez la pensée que vous étiez une merde. Ok. Donc on valide pas, attention, on valide pas que la pensée est vraie, on valide que c'était présent. À ce moment-là, vous avez la pensée que vous étiez une merde. Ok, ouais, j'entends, bien sûr. On peut questionner hein, aussi, hein. C'est déjà de la validation hein, de questionner. En fait, c'est s'intéresser aussi hein, à pourquoi c'est là. Pourquoi c'est là ces émotions, ces cognitions, donc ça fait partie de la validation. Prendre en compte le contexte de la personne, hein, remettre en contexte ce qui s'est passé. Bah, en ce moment, vous avez beaucoup de facteurs de vulnérabilité. Hein, en ce moment, entre le déménagement, le nouveau boulot, votre copain qui part vivre à l'autre bout du monde, la relation à distance, ouais, ok, ça a dû être compliqué. Ça a dû être compliqué là, du coup, le fait qu'en arrivant au travail, votre collègue vous dise pas bonjour. Ouais, ça a dû faire un peu effet goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Ouais, ok. Hmm. Normaliser. Bah en fait ça arrive, hein. Bien sûr ça arrive à beaucoup de gens, ou même des fois normalisé dans le sens de la fonction des émotions. Hein. Bah ouais c'est normal en fait d'être triste, vous venez de vivre une perte, donc c'est normal, c'est l'émotion de la perte, du manque, hein, la tristesse, donc ouais bien sûr c'est normal. Être authentique et des fois faire du dévoilement de soi. Hein. J'entends ta situation, je ressens beaucoup de tristesse quand je vois ce que ça te fait. Une fois, j'avais une patiente qui avait vécu un truc très compliqué dans une expertise psychiatrique où, bon, on peut dire qu'il y avait eu des formes de maltraitance quand même dans la façon dont elle avait été reçue et entendue. Et en fait, ça m'énervait. Quand elle me le racontait en séance, ça m'énervait, vraiment. Dès qu'elle me disait... Bon, après, voilà, il y a la part des choses. Il y a ce qui a été dit, ce qu'elle a entendu, comment elle le retranscrit. Voilà, il y a du chemin entre ce qui a été dit et mes oreilles. Pour autant, elle, la façon dont elle l'avait vécu, en tout cas, et ce qu'elle en retranscrivait, ça m'énervait. Et à un moment, je lui ai dit,
Je lui ai dit, je suis hyper en colère de ce qui vous est arrivé. Genre vraiment là, ça me saoule, mais fort. Et il y a eu un espèce d'effet de, ok, c'est normal en fait. Genre, je suis pas une tarée à être en colère là. Bah non, il y a d'autres gens qui peuvent être en colère pour la même situation, qui l'ont même pas vécu, quoi. Ah, ok. Donc je suis pas totalement en tort de ressentir ça. Ok. Donc ça, c'était pour notre validation. Et pour notre changement, bon, en fait, là, j'ai juste remis la théorie de la motivation au changement de Prochaska et Di Clemente pour dire que c'est vraiment là-dedans qu'on est. En fait, on va évaluer aussi la motivation au changement pour une personne qui veut se lancer dans un protocole de TCD. Et des fois, bah, on rencontre des personnes qui sont dans une phase de pré-contemplation, c'est-à-dire, ok, ouais, il y a un problème, mais bon, allez, c'est un problème pour les autres, quoi, pas vraiment pour moi. Bon, cette personne-là va falloir trouver des cibles de traitement un peu solides pour la TCD parce que, bon, ma foi. On est quand même, encore une fois, en TCD, on descend directement des TCC. On est quand même sur un principe de travail collaboratif avec beaucoup de psychoéducation où on a quand même des cibles thérapeutiques qui sont communes. Si moi j'ai envie de faire en sorte que la personne elle arrête de se scarifier mais qu'elle elle y voit pas d'inconvénient, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Combien de temps ça va durer cette histoire? Donc vraiment, on se base aussi beaucoup, nous, dans notre posture. Je trouve que c'est une théorie qui est importante à connaître, la théorie de la motivation au changement, pour voir après en motivationnel sur quelle ficelle on peut tirer. Alors, dans notre thérapie comportementale dialectique, là, ça y est, on est vraiment les deux pieds dedans. Ça, c'est nos 4 modules. C'est une thérapie qui est manualisée. Si demain, j'appelle un collègue psychologue aux États-Unis, je veux pas de collègue psychologue aux États-Unis, mais admettons, et que je lui dis, ah là, j'ai perdu tous mes dossiers de TCD, mon ordinateur est mort, j'ai perdu le bouquin, bon, j'ai plus rien, sors-moi la fiche générale numéro 7. La personne sait exactement de quoi je parle. Et elle m'envoie la fiche, si c'est une personne qui est prête à bien vouloir m'aider, elle m'envoie la fiche, on a tous la même. Quand on est formé à la TCD, on est vraiment formé au même manuel, à savoir une thérapie qui est découpée en 4 modules. Pleine conscience, régulation émotionnelle, tolérance à la détresse et efficacité dans les relations interpersonnelles. J'en parlerai après si j'ai le temps. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, pour le moment, c'est bon, cette diapo-là. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'acceptation changement, sous-tendu vers le développement d'outils d'autogestion, en fait, nos modules et les compétences qu'on va avoir dedans, donc par compétences, on entend les outils. Si on devait les positionner sur la balance acceptation-changement, c'est comme ça qu'on ferait. Pleine conscience et tolérance à la détresse, peut-être plus du côté acceptation et régulation émotionnelle et efficacité en relation interpersonnelle, peut-être plus du côté changement. Parce qu'en fait, on va avoir pas mal d'activation comportementale dans ces deux-là, alors que dans ces deux-là, on parle beaucoup plus de la notion d'acceptation, c'est-à-dire tolérance à la détresse. La première chose dont on parle avec les personnes, c'est un module pour apprendre à gérer les crises. En tout cas, les traverser sans les empirer. Et c'est la première chose qu'on leur dit. Dans le module de tolérance à la détresse, on va pas apprendre à ne jamais avoir de crise. C'est pas possible. Même des personnes rétablies ont encore des crises. Euh, Moi, j'ai la chance de travailler avec quelques médiateurs, médiatrices, en l'occurrence Santé Père. Elles le disent, hein. Bien que rétablies, elles ont des moments de crise. Donc, ça arrivera potentiellement toujours. L'idée de ce module-là, c'est de pouvoir traverser cette crise-là sans l'empirer. Donc, sans faire les comportements autodommageables qui vont malheureusement amener des conséquences négatives par la suite. Donc, c'est déjà un processus d'acceptation que de se dire, OK, en fait, les crises, ça fait partie de mon trouble, ça fera certainement partie de moi toute ma vie. Et à la fois, c'est pas parce que ça existe que je suis obligée de me résigner, de me dire, bon, bah, voilà, c'est une crise. De toute façon, ça va finir en mutilation. On le sait, c'est comme ça. On n'en bouge pas. Donc, c'est pour ça que ça a été plus mis du côté acceptation. Ça, c'est notre TCD dit standard. C'est tous les axes de travail que on pourrait retrouver si on mettait en place la TCD standard. Aujourd'hui, et peut-être que c'est parce que je ne le connais pas, car je ne connais pas tous mes collègues qui font de la TCD en France, mais un jour peut-être, j'espère qu'on se fera un grand resto, un grand banquet. En tout cas, je ne connais aucun endroit où il y a tout le dispositif de la TCD standard qui est mis en place, que ce soit libéral ou institutionnel. Si on mettait tout en place, le patient, il aurait et de la thérapie individuelle et de l'entraînement aux compétences, que ce soit en groupe ou en individuel. Mais en général, quand on dit entraînement aux compétences, c'est plutôt en groupe. Dans la réalité du terrain, moi, les personnes que j'ai en individuel qui n'ont pas la possibilité de faire les groupes, je fais l'entraînement aux compétences avec elles en individuel. Donc tous les outils, on les voit en individuel.
La consultation entre les séances, qui est un coaching téléphonique, c'est fait pour généraliser les compétences à l'extérieur des séances, finalement. Donc ça peut se faire sur le moment, mais aussi en situation de crise. Attention, on se substitue pas à un service d'urgence, hein. Les psy-TCD, on n'est pas, on se prend pas pour des super-héros. Vous inquiétez pas, on est bien au courant de nos limites. On ne se substitue pas à un service d'urgence. Pour autant, l'idée, c'est d'essayer de travailler avec la personne lorsqu'elle est en crise et qu'elle dit, OK, là, j'y arrive pas, j'ai trop envie de faire mon comportement impulsif. Alors chaque psy va travailler différemment en fonction de ses horaires, mais l'idée c'est que le patient il puisse nous envoyer un message. Moi par exemple ça se fait par message où ils me disent Marie, je suis en crise, quand est-ce que vous pouvez m'appeler? Et moi dans le contrat j'ai la journée ou les 12 heures, parce que s'ils m'ont écrit ça à 3 heures du mat, bon bah voilà la journée, qu'est-ce que ça veut dire quoi? En tout cas j'ai 12 heures pour leur répondre, leur dire OK, j'ai bien pris conscience de votre message, connaissance de votre message, à quel moment vous voulez qu'on s'appelle pour faire vos outils de tolérance à la détresse. C'est pas un moment où j'ai le temps, ça dure 15 minutes, hein, le coaching téléphonique, hein. Donc moi déjà dans ma posture, je deviens beaucoup plus coach du coup, donc un peu plus directive. J'ai pas trop le temps d'être hyper validante. J'ai pas le temps qu'ils me racontent toute la dispute avec leur conjoint, avec le collègue, j'ai pas le temps. Donc c'est vraiment à base de vous êtes où? Qu'est-ce que vous avez avec vous? Ah bah là j'ai des médicaments. OK, on se débarrasse des médicaments. On Ensuite on va se mettre de l'eau sur le visage et on va je sais pas faire du coloriage et on va faire un tour dehors et on le fait avec eux, même au téléphone. OK, vous allez vous mettre de l'eau sur le visage? OK, bon on met de l'eau sur le visage. Moi l'autre jour j'avais une patiente, bon elle a fait une crise en séance. Donc bon bah j'avais un peu plus de temps que du coaching téléphonique. Voilà, elle me dit ah moi je mâche un chewing-gum en pleine conscience. J'avais pas de chewing-gum, je dis bah moi je vais donner à manger à mon chat. Et voilà, et ça fait du bruit quand je racle sur la canette en pleine conscience quoi. Et ça fait je clique et le son il est comme si et voilà. On fait comme on peut avec ce qu'on a, mais l'idée c'est de pouvoir faire avec eux, c'est un moment où on est engagé. C'est vrai pour les crises, mais ça peut être vrai pour d'autres outils, hein. Ça peut être vrai pour d'autres outils, hein. C'est pas que pour les crises, hein, qu'on peut faire le coaching téléphonique. La gestion de cas, bah, c'est lorsqu'il y a besoin potentiellement de travailler pareil en dehors des séances dans des environnements particuliers, donc l'école, le travail et notamment les interventions familiales. Et pour ça, n'hésitez pas à aller voir le travail, voir si vous avez envie à vous former parce que c'est très sympa à faire. À connexion familiale. Si vous êtes déjà un petit peu sensibilisé, alors ici vous m'avez dit que pas trop, mais s'il y a des gens par exemple en visio qui sont déjà un peu formés à la TCD ou qui souhaitent poursuivre leur formation en TCD, nous à l'hôpital depuis cette année on a ouvert notre premier groupe connexion familiale et c'était hyper riche et c'était des très beaux moments aussi. Connexion familiale en fait c'est un programme de TCD qui a été adapté pour les proches. Donc c'est pas pour qu'ils deviennent soignants TCD de leurs proches à la maison, c'est pour que eux utilisent les techniques de TCD pour eux, pour réguler leurs émotions face aux crises de leurs proches, face aux symptômes de leurs proches, etc. Et la consultation d'équipe, donc en fait une intervision, mais cadrée à la mode TCD avec une personne qui gère le temps, une personne qui gère les dilemmes dialectiques. Ah tiens, je vois que ça clive un peu dans l'équipe, là, comment on fait coexister les opposés? Voilà, c'est ça l'idée. Un petit point sur l'entraînement aux compétences. Donc l'entraînement aux compétences, en général, ça se fait en groupe, des fois ça se fait en individuel. Et l'idée de l'entraînement aux compétences, c'est d'augmenter l'acquisition d'outils d'autogestion. On va avoir aussi un objectif de diminuer les comportements qui interfèrent avec la thérapie. Par exemple, quand il y a retard, quand il y a hostilité en groupe ou des choses comme ça, on peut leur demander de faire ce qu'on appelle une analyse en chaîne. On va voir après ce que c'est. Et ça va nous permettre de généraliser les compétences parce qu'en fait, il peut se passer des choses dans la dynamique de groupe qui va faire qu'on va pouvoir des fois utiliser des outils. C'est-à-dire, une fois, on a eu le cas d'une patiente qui a montré son travail à une autre pendant la pause. Celle qui a vu le travail n'a pas eu la réponse attendue par celle qui montrait le travail. Donc, un peu le côté mince, elle s'en fout, elle trouvait ça nul, etc., etc. Et comme ça crée un hyper malaise dans le groupe, bah, en fait, ça a été l'occasion pour que nous, en tant que soignants, on dise, bon, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Il y a une dynamique qui a changé là. Et donc, elles ont commencé à pouvoir s'exprimer. Bah voilà, à la pause, j'ai montré à une telle et ça s'est pas passé comme je voulais. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme outil à ce moment-là? Bah, je pourrais peut-être vérifier un peu mes pensées. Ouais, c'est une bonne idée ça. Et n'hésitez pas à vérifier mes pensées. Donc, elle l'a fait en direct avec la personne. Bah moi, j'ai eu l'impression que tu trouvais ça nul ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah non, pas du tout. Non, non, c'est pas du tout que j'ai trouvé ça nul. Non, non.
Bon, après, est-ce qu'elle ment pas, ça c'est pas notre problème, mais en tout cas, c'était ah non, pas du tout. Si j'ai eu le visage aussi fermé, c'est parce que j'avoue, moi, t'es venu me montrer ça, alors que moi, je venais de recevoir un texto hyper dur. J'avoue, en fait, c'était pas trop ma priorité ce que tu me montrais, quoi. J'étais en train de vivre un truc compliqué à côté, je masquais beaucoup. Ah, ok, voilà. Typiquement, ça peut nous permettre de généraliser ce genre de compétences. Notre petite équipe à l'hôpital, du coup, parce que nous, on fait de l'entraînement aux compétences à l'hôpital. Là, je me tourne un peu vers mon exercice hospitalier. Dans un groupe de TCD, d'entraînement aux compétences, en général, on essaye d'avoir 2 psychologues, un ou une infirmière, un interne en psychiatrie, et en général, on prend 2 stagiaires psycho, si possible, et qui ne vont pas en groupe, mais qui sont présents quand même et qui connaissent les patients parce que ils peuvent tout à fait être là en cas de situation d'urgence, si le patient a besoin de sortir des groupes ou pour quoi que ce soit. On a notre aide-soignante et une PH. La co-animation des psychologues et ou infirmiers psychologues si jamais c'est pas obligé d'être 2 psychologues qui co-animent, il faut 2 personnes qui sont formées, hein. Dans tous les cas, c'est juste ça. Diminuer les facteurs d'épuisement, faciliter la gestion de cas parce que pendant qu'il y en a un qui anime, c'est beaucoup plus facile que l'autre observe et inversement. Moi, quand j'anime, souvent en transmission, je suis étonnée. J'ai des collègues qui disent des trucs, j'étais en mode j'ai pas du tout vu ça. J'ai pas du tout vu. Enfin, littéralement, même si j'essaye, hein, je ne vois pas du tout. Ah, t'as pas vu en ce moment une telle, elle a pleuré. Pas du tout. Désolée. Ouais, non, vraiment pas. Euh, Ah, j'ai pas changé la diapo, pardon. Nous, maintenant, c'est 24 séances. Parce qu'on n'avait pas le temps, 24 séances, de tout faire. Voilà. C'est des groupes semi-fermés, hein. En fait, ils peuvent rentrer à chaque module de pleine conscience. Et regardez, je vous l'ai mis là. On a 2 séances où on travaille les objectifs, la pleine conscience, donc les compétences quoi, comment, la tolérance à la détresse. Ensuite, ça, c'est le module. On refait 2 séances de pleine conscience. On fait le module de régulation émotionnelle. On refait 2 séances où on revient sur leurs objectifs thérapeutiques, les outils de pleine conscience. Et on fait ensuite le module d'efficacité interpersonnelle. Et après, en fait, ça repart. Et en fait, maintenant, pourquoi on fait ça? Donc ça, c'est la mode canadienne. C'est hyper pratique parce que un patient, il peut rentrer. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a écrit 2 séances de pleine conscience, en fait, les patients, ils peuvent rentrer et sortir à ce moment-là. Ce qui fait que un patient peut commencer par régulation émotionnelle et faire le tour. Et si jamais il y a abandon pour n'importe quelle raison, eh ben on n'a pas un groupe qui commence à 8, qui finit à 4 et qui est mobilisé pendant 6 mois avec une liste d'attente qui commence à avoir 2 ans dans les pattes. Une séance, ça se structure comme ça. On fait un petit rituel de pleine conscience pendant 5 minutes. Ensuite, on fait un retour de tâche pendant 1 heure. Là, vous la sentez, la mode TCC, hein. Il y a des tâches à chaque fois. Ils ont toujours des tâches à faire à la maison. Ensuite, on fait une pause. Ensuite, on fait la psychoéducation du nouvel outil. Plus on distribue la tâche. Et si on a le temps, on fait une petite décompression de fin de séance. Je regarde un peu l'heure. Je me demande dans quelle mesure, à un moment, on sera pas amené à faire un épisode 2. Je crois que je suis même pas à la moitié de mes diapos. Je voudrais juste vous montrer un petit outil. Parce que bon, ça, les séances de pré-traitement, c'est ce qu'on retrouve dans énormément de psychothérapie, hein. On formule le cas, on fait l'anamnèse, éventuellement on fait une ligne de base si on est formé à faire passer quelques échelles pour réévaluer après. On évalue l'engagement du patient, on fait de la psychoéducation et puis on crée l'alliance thérapeutique, évidemment. Euh, alors nous, en TCD, on va regarder un peu le niveau du trouble, mais j'imagine que c'est pas que en TCD. C'est juste que par contre, en TCD, le niveau du trouble va nous permettre de cibler des objectifs de traitement. Une personne qui a un niveau très sévère et dont la problématique, c'est les crises et les comportements qui menacent sa vie, qui menacent sa thérapie, sa qualité de vie, enfin, malheureusement, le fait que la personne ait un boulot qui la saoule, c'est peut-être pas le moment, quoi. On va peut-être déjà apprendre à gérer les crises. Et puis, bien évidemment que le facteur de vulnérabilité, boulot qui saoule, il sera à prendre en compte à un moment, mais c'est juste pas la priorité pour le moment. Donc, en fait, on a une façon un petit peu cadrée de prioriser nos objectifs de traitement. Mais à l'image d'une séance, hein. Si le patient arrive en disant j'ai mal dormi, mon chat il a vomi sur mon tapis, ah c'est relou, faudrait que je l'emmène chez le vétérinaire. Et du coup après je suis partie, le métro il était en retard et donc je me suis dit que finalement ça valait pas le coup d'aller à ce rendez-vous et que de toute façon la vie valait pas le coup d'être vécue et que j'avais envie de me tuer. Bon, le fait d'avoir du mal à initier la tâche emmener le chat chez le véto, désolé pour le petit chat. C'est pas la priorité, quoi. La priorité, c'est ah, il y a eu des pensées noires. Ok, au niveau du métro. Dac, c'est ça qu'on va bosser déjà.
Je veux vous montrer, voilà, le contrat thérapeutique et l'analyse en chaîne pour finir. Le contrat thérapeutique, donc c'est notre contrat de TCD. Je l'ai repris comme ça, moi, d'une formation que j'avais fait chez Symbiophie. Je l'ai laissé quasiment tel quel, si ce n'est que j'ai plutôt mis mes règles à moi, mes horaires à moi, quoique là, je les ai enlevés pour vous faire un truc un peu neutre. Euh, donc, quand une personne s'engage dans la TCD, on lui demande de façon inhérente à la TCD de s'engager activement à travailler à réduire ses comportements suicidaires et auto-agressifs. On lui demande aussi à s'engager à ne pas commettre de TS pendant la thérapie. Alors, je vous le dis direct, ça arrive. Ça arrive. Il y a certains petits TCD très solides, très expérimentés, qui peut-être pourraient faire appliquer la règle de bah, vous avez fait un passage à l'acte, ça s'arrête. On réoriente. Moi, j'avoue, j'y suis pas encore. Par contre, je vais beaucoup appliquer la règle de on s'appelle pas en urgence. Vous pouvez pas avoir accès en urgence à moi quand il y a eu un passage à l'acte. Une fois, j'ai eu le cas d'une patiente qui me dit ah bah je suis dans le SAMU. Bah je voudrais un coaching téléphonique. Ok, on s'appelle quand? Bah là, je suis dans le SAMU. Ah mais donc c'est déjà fait? Oui. Ah bah non. Non, je sers plus à rien. Moi, j'étais là pour essayer d'éviter que ça arrive en vous faisant utiliser vos outils de tolérance à la détresse avant. Si c'est fait et que le but c'est de m'appeler pour que je vous fasse comme un gros câlin à distance, c'est une image. Hein, moi, je fais pas de câlin à mes patients. C'est ok de le faire, très certainement. Moi, c'est ma limite à moi. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il y a pas d'intérêt là. Dans notre cible TCD, il n'y a pas d'intérêt d'aller valider la personne, dire ah bah oui, bah c'était compliqué, bah oui, bah je comprends. Bon bah là vous êtes dans le SAMU. Je comprends que ça pourrait faire du bien, hein, bien sûr, mais en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer le comportement là? Ouais, j'ai entendu, bah oui, oui, bah oui. Euh, et on leur demande aussi de s'engager à travailler activement à la réduction des schémas de comportement qui vont empêcher ou rendre difficile la thérapie. Ne pas payer, annuler à la dernière minute, arriver en retard, ne pas faire ses tâches, venir mais faire la tronche et être complètement hostile à base de c'est de la merde votre outil. Voilà, ce genre de choses-là. Analyse en chaîne s'il faut. Et justement, vous voyez, il y a un moment où c'est écrit. Hein, c'est si jamais je passe quand même à l'acte sur un comportement suicidaire ou sur un comportement voilà qui vient mettre en péril ma thérapie ou ma vie, etc. Je ferai une analyse en chaîne. Et elle est là. C'est ça l'analyse en chaîne. Et je crois que je vais finir là-dessus pour aujourd'hui. Et c'est pas grave, on fera le reste des diapos. Au pire, je peux vous donner le reste des diapos aussi. Mais elles sont peut-être pas très mises en contexte. C'était vraiment du résumé de chez résumé. Hein. C'est littéralement une liste de tous les outils qu'on voit dans chaque module. Vous n'avez que les titres, quoi. Finalement, c'est un peu dommage peut-être de pas pouvoir l'agrémenter un peu à l'oral. L'analyse en chaîne. Alors, vous me disiez que vous étiez pas trop TCC de base ici, mais j'imagine quand même que la notion d'analyse fonctionnelle est quand même très parlante. Ben, en fait, c'est l'analyse fonctionnelle de la TCD, l'analyse en chaîne, ni plus ni moins. À savoir, ben, on va déjà s'occuper dans une première étape d'identifier quels étaient les facteurs de vulnérabilité, quel a été l'événement déclencheur, qu'est-ce qui a fait lien jusqu'à mon comportement problème. Et quand je parle des liens, c'est quelles ont été les émotions que le déclencheur a amené chez moi, les pensées, les envies d'agir. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui en ont un peu rajouté, qu'on fait surcouche? Est-ce qu'il y a eu des actions de ma part, mais qui n'étaient pas encore mon comportement problème, mais qui m'y ont mené? Par exemple, j'ai envie de faire une grosse sieste, alors pas dans une intention suicidaire, dans une intention d'évitement du reste du monde pendant quelques heures. J'ai envie de prendre mes médicaments de façon voilà, en surconso, hors prescription, parce que j'ai eu un moment très compliqué. Et avant, je vais éteindre mon téléphone pour être sûre que ma mère arrête de m'envoyer des messages parce qu'elle s'inquiète. Et ça me stresse, ça m'en rajoute. Donc je vais éteindre le tel et après, je vais prendre mes médicaments pour faire une grosse sieste. Euh, donc on remonte cette chaîne-là jusqu'aux conséquences. Enfin, on finit par les conséquences. Et après, l'étape, c'est le changement. Donc, acceptation premièrement de ah, ok, il s'est passé tout ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et voilà ce que ça a engendré par la suite en termes de conséquences. Et ensuite, j'ai l'étape changement. Et ben, quel comportement alternatif je peux trouver à chaque lien? Si dans mes liens, j'avais comme sensation physique difficulté à respirer, comment je peux essayer de faire en sorte de gérer une difficulté à respirer? Ben, je peux peut-être faire un exercice de respiration. De la respiration carrée. Je peux peut-être aller marcher pour canaliser un petit peu, pour mettre un rythme dans mon corps. S'il y avait la pensée je suis nulle, c'est quoi la pensée alternative? Je n'ai pas réussi à faire ça 7 fois. Ça ne veut pas dire que je suis complètement nulle. 7 fois, j'ai pas réussi à faire ça.
Les prochaines fois, je ne sais pas encore si j'y arriverai ou pas. Comment je peux réduire les facteurs de vulnérabilité? Il y en a, c'est très facile, hein. J'ai faim, je mange. Il y en a, c'est plus difficile. Il fait très très chaud parce que il y a beaucoup de soleil. Peut-être que je peux pas le désactiver tout de suite. Par contre, si je le comprends et que je m'achète un brumisateur, peut-être. Et il y a des trucs qu'on pourra vraiment jamais désactiver en termes de facteurs de vulnérabilité. C'est normal. Et comment je répare les conséquences, si elles sont réparables? Pareil, il y a peut-être des conséquences que je pourrais pas réparer. Mais il y en a certainement beaucoup que je peux réparer aussi. Est-ce que je vais m'excuser auprès de quelqu'un? Est-ce que je reprends un autre rendez-vous chez la personne que j'ai ratée? Ce genre de choses-là. Est-ce que je m'arrête ici pour aujourd'hui? Ouais? Passer aux questions et aux échanges. Bah ouais. Je pense qu'on va faire ça. Bah, alors, Ouais. merci beaucoup. Voilà, oui. Merci à vous. Une grosse validation. Merci. Ouais, non, vraiment, merci beaucoup. C'était super intéressant. Un peu frustrant qu'on n'aille pas au bout, évidemment. Ouais, Mais, oui, je sais, je suis désolée. Je me suis trop emballée. Je me suis trop emballée. mais on le disait, hein, c'est-à-dire que CPS, on n'est pas formé à la HCCD. Évidemment, on en entend parler beaucoup. Hein. Mhm, mhm. S'occupant de prévention du suicide. Je trouve ça intéressant parce que ça rend cohérent en fait l'ensemble des outils qu'on a Mhm. mis en place et qu'on utilise. Ouais. Voilà, notamment l'analyse en chaîne, ça me faisait penser. Alors, Thibaut n'est plus là, mais avec Sigrid, ils ont bossé sur une grille et d'analyse en fait du geste suicidaire Ah ouais. d'entretien dédié. Ouais. Qu'ensuite on restitue au thérapeute du patient s'il est déjà suivi ailleurs. C'est toujours super intéressant parce que ça Mm. met à jour des mécanismes particuliers. Et je trouve que là, ouais, on sent, si on était allé au bout, à mon avis, j'aurais vu encore plus la cohérence de tous ces Ouais. outils sont rendus Mm. cohérents. Alors je dis ça, je précise pour les gens qui sont pas. Notre clinique ici est très cohérente, hein, vous inquiétez pas. Ah non, j'en ai aucun doute. Non, non, mais c'est intéressant de voir comment c'est mis en chaîne. Mais il y avait Mm. deux points en fait qui m'interrogeaient, mais qui sont des interrogations de fond Mm. sur la question de la validation. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent bien, quand on accueille des personnes qui ont des idées suicidaires, et c'est particulièrement vrai, je trouve, avec les patients âgés, Mm. l'idée que, bien sûr, qu'on valide quelque chose de, mais je comprends que vous en ayez marre, enfin, oui. Mm. Et qu'en même temps, on ne valide pas le fait que le suicide est une solution, on est bien d'accord, mais de temps en temps, on est un peu. Mm. Et quand il y a en plus des débats sociétaux autour de la question de la fin de vie, Ouais, on ouais. est encore plus voilà, sur un point d'équilibre. Euh, et puis, j'ai déjà oublié quel était l'autre point, mais ça fait déjà un point sur lequel rebondir, Ouais. si tu le souhaites. Mm. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein, il y a dans cette dialectique-là de validation-changement, surtout face à des comportements suicidaires, à des gestes suicidaires. Ouais, c'est vrai que des fois, mais d'ailleurs pas que les gestes suicidaires, il y a quelque chose quand même, je trouve, qui parfois peut être un peu inhérent à cette population et à la façon dont dont certaines personnes, en tout cas, je vais essayer de pas faire d'affirmations systématiques parce que c'est très vaste, hein. Euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté, et des fois les proches nous le disent aussi. Il n'y a pas que les soignants qui l'expérimentons. Il y a le côté un peu marcher sur des œufs. C'est face à cette personne-là, avec ma dialectique à moi, des fois on peut avoir un peu l'impression de faire des numéros d'équilibristes, à quel point je valide, à quel point je valide pas, à quel point quand même je motive au changement, dans quelle mesure là, l'attachement de la personne aussi, est-ce que j'expérimente de notre relation thérapeutique jusqu'ici, à quel point est-ce qu'elle cadre aussi la façon dont je me projette d'un côté ou de l'autre, et c'est vrai que quand il y a la question des risques suicidaires, avec en plus tout ce qui est connu et ou les croyances autour de la question de la fin de vie, des choses où des fois les personnes peuvent nous dire mais vous êtes qui pour décider si je dois vivre ou mourir et où on est en mode ouais non en fait enfin, non mais bien sûr que non et à la fois mais c'est pour ça que des fois le contrat quand même ça peut être un bon levier hein, parce qu'il peut y avoir cette idée un peu mesure anticipée presque mesure anticipée de ouais mais au moment où vous étiez pas en crise où vous alliez bien et où vous vous êtes engagé à signer ce contrat avec moi. Parce qu'on pousse le vice jusqu'à le signer, hein, des fois avec certaines personnes. Euh, C'était quoi vos motivations pour vous dire ouais, ok, je ferai pas de TS pendant la thérapie? On essaye de refaire un peu de motivationnel autour de ça. Des fois, ça peut être un bon levier, cette histoire de contrat aussi. Mais c'est vrai, je suis d'accord, ça reste un numéro d'équilibriste, hein, des fois, quand même, hein. Ouais.
Ouais, et ça m'a fait penser justement au deuxième point, qui était celui du changement. En fait, c'est comment on articule l'intervention dans le temps de crise et la psychothérapie. Oui, Parce que au CPS, en tout cas, c'est vraiment une question pour nous. L'idée qu'en plus, on essaye de faire des suivis courts pour être disponible, puisqu'on arrive en fait à tenir des délais très courts de prise en charge. On est à une semaine. ok, Voilà. Mais bravo. ça suppose de vraiment orienter assez rapidement, Ouais, ce qu'on ne peut pas toujours faire vu l'état actuel du système de santé. ouais, Mais du coup aussi de ne pas engager quelque chose qui soit une psychothérapie, voilà, 30 et quelques séances. En ouais, général, on ne fait pas. ouais. Mais c'est intéressant de le penser justement. Mm. Et on ne peut pas toujours prévoir. Et donc, il y a cette articulation-là aussi entre ce qu'est l'effort psychothérapeutique et donc d'induire du changement dans la vie du patient. Mm. Et parfois, notre objectif, c'est vraiment, particulièrement avec les très jeunes patients, là pour le coup, que le premier contact avec les psys soit plutôt cool. Ouais, Je me tourne vers... On a des jeunes qui sont venus visiter aujourd'hui et assister à la présentation. Et donc voilà, ce truc de faire sentir ce qu'est la psychothérapie sans vraiment pouvoir la faire. ouais, C'est un enjeu. oui. Mais d'un autre côté, d'être là pour la crise fait que s'il y a recrise, les personnes viennent spontanément. Ouais, exactement. Oui, j'imagine que ça noue un lien de confiance et qu'ils voient ici comme un lieu refuge. Ouais. Mais il y a du coup, moi, de ta place de psychothérapeute, comment ça s'articule? Tu t'en avais dit quelque chose tout à l'heure, hein, mais Mm. Mm. Euh, alors, dans le cadre de la TCD standard, oui, ça s'articule par le temps en séance et le temps hors séance. Après, il peut y avoir des crises en séance aussi. Mais du coup, on va pas comme oui, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure de ma patiente qui a fait une crise en séance, je vais pas lui dire allez, dans 15 minutes, on arrête la gestion de crise. Bah non, si elle a besoin de plus de temps, ma foi, elle aura besoin de plus de temps. De toute façon, on est là, donc ce serait à essayer, moi. ouais, c'est ça. Ceci dit, pour la petite histoire, elle était assez impressionnée parce que au début, quand je lui dis allez, bon, bah là, je vois que ça va vers la détresse, on y va, on fait de la tolérance à la détresse. Elle était en mode non, c'est pas possible parce que je travaille après, ça va prendre trop de temps. Et donc bon, j'étais un peu plus directive en mode mais allez, on essaye quoi. Non, mais je peux pas sortir rapidement d'une crise pareille. Allez, on essaye, on essaye. Au bout de 20 minutes, franchement, ça allait mieux. Et je lui dis, bah alors, on a pris combien de temps pour faire ça, là? Elle me dit, oh, bah, 20 minutes. Je dis, bah ouais. Incroyable. Je lui dis, bah bravo, vous êtes trop forte, championne. Championne de la tolérance à la détresse. Mais donc, ouais, la façon dont ça s'articule, je pense que ça dépend aussi du cadre de travail dans lequel on est. En individuel, je trouve que c'est un peu plus souple parce que, mais ça, c'est que, alors là, je vais me permettre de donner que mon avis à moi, si c'est possible, que mon expérience à moi. Je trouve qu'en individuel, pour le coup, c'est un peu plus souple. Parce que voilà, si j'avais prévu de voir tel outil avec cette personne-là ce jour-là, mais qu'elle arrive en pleurs, franchement, c'est notre affaire à nous, quoi. Il n'y a pas la police de la TCD qui n'existe pas d'ailleurs, hein, qui va me dire, ah non, c'était pas ce que vous avez prévu dans votre plan thérapeutique aujourd'hui, quoi. Donc, pour ça, c'est assez souple, mais ce qui veut dire aussi que des fois, quand on fait l'entraînement aux compétences en libéral, enfin, en tout cas en individuel, sur une thérapie qui est censée durer, aller 1 an, 2 ans, on est à beaucoup plus. Parce que, bah voilà, on avait prévu, voilà, on peut tout à fait voir les compétences sur 1 an avec cette personne, mais si elle perd son travail, qu'elle a des ruptures, qu'elle a une hospite, ouf, oui, on mettra peut-être 3 4 ans à avoir toutes les compétences, ma foi. C'est aussi la réalité du terrain. Alors peut-être que les grands pontes de la TCD vont... alors, ils me connaissent pas certainement surtout, mais si jamais un jour ils sont amenés à me connaître et qu'ils voient cette vidéo, ils vont peut-être me dire ah c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais quoique peut-être pas. Hein. Peut-être qu'ils me diront bah et oui ma biche, hein, la réalité du terrain c'est bien qu'on est tous passés par là. Bah, c'est ça, le zen, c'est aussi ça. Ouais, c'est ça. On fait tous en tout cas du mieux qu'on peut. Et puis pour ce qui est des institutions, comment articuler ça? Bah encore une fois, je vais donner la façon dont nous, on vit ça à l'hôpital. L'intérêt, c'est qu'on ait beaucoup de soignants. Donc, s'il y a besoin de sortir du groupe, en fait, il y a des soignants qui vont se défaire du groupe pour aller gérer la crise. On va se dire en transmission. S'il y a besoin finalement d'aller voir la PH parce que on va sur une évaluation du risque suicidaire qui craint. Bon bah évidemment la PH qui est pas dans les groupes, on l'appelle un peu en alerte en mode s'il te plaît, vois la personne également et bon bah fais ce que tu as à faire quoi. Est-ce qu'on fait une hospite, est-ce qu'on fait pas une hospite? Maintenant je trouve que le fait de créer du réseau c'est quand même assez génial. Enfin franchement
parce que pouvoir dire, bah voilà, nous, on est là, on s'occupe plutôt de l'entraînement aux compétences, on fait plutôt la psychothérapie et on connaît tel ou tel endroit qui s'occupe plutôt de la crise et qui peut être un endroit ressource pour vous, qui est peut-être désectorisé. Enfin, ouais, c'est quand même important. Je pense que ça fait partie de l'articulation, la création de réseau. Mais je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Ouais, merci. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, c'est sectorisé. Non, on n'est pas sectorisé à la collégiale. Mais il Non, il y a plus 2 ans d'attente pour les groupes de TCD maintenant. On a une super PH qui est arrivée à quasi la rentrée dernière, presque entre septembre et novembre, et qui a rappelé un par un toutes les personnes de notre liste d'attente. Et en fait, ça fait un tri naturel assez incroyable parce que depuis, bah, il y en a qui avaient déménagé, il y en a qui avaient repris un boulot, il y en a qui étaient rétablis, il y en a malheureusement qui étaient trop en crise pour pouvoir intégrer les groupes. Enfin, elle a fait un travail de titan. Et donc, non, on n'a plus 2 ans d'attente, c'est fini. Je précise. C'est vrai, merci. Mais ouais, j'avais besoin d'en parler avec toi juste après. Merci beaucoup. J'ai une question sur le groupe parce que j'ai du mal à me représenter. En fait, vous avez présenté un peu le déroulement de la séance, mais parce que c'est des groupes de combien? On peut dire combien de. Oui, pardon, je l'ai passé rapidement, cette diapo-là. C'est 8 patients max. Parce que du coup, vous allez faire la. C'est au niveau des tâches, en fait. C'est-à-dire que vous allez passer la problématique des 8 devant tout le monde et dire quelle va être la tâche à travailler à la maison. Non. Comment ça se. Enfin, c'est au niveau de. Le retour de tâche, non, on va pas débriefer la tâche de tout le monde devant tout le monde parce que ça prendrait des heures. Ouais, ça prendrait des heures. Donc nous, là, ce qu'on a mis en place chez nous, mais c'est notre petite façon à nous de faire. Hein, c'est pas standardisé par la TCD. Hein, ça, c'est pas dans le bouquin de Marshall Hennian particulièrement. Après, on adapte, chaque lieu adapte comme il peut aussi. On fait des mini groupes dans le groupe. Enfin, s'ils sont 8, par exemple, on va faire 4 fois 2. On va faire 4 binômes avec un soignant, par exemple, dans chaque binôme, ou des trinômes avec 2 soignants. Et là, du coup, on couvre plus de retours de tâches en moins de temps parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent en même temps. Et il y a quand même un côté participatif du mini-groupe où les autres, du coup, bah, les autres patients quand même peuvent intervenir sur le retour de tâches, poser des questions, échanger un peu sur leur vécu expérientiel et tout. Voilà. Je vais relayer les questions des internautes. Noël, qui demande quelle différence faites-vous avec les problématiques de santé mentale et les troubles de personnalité borderline? Euh, alors, est-ce qu'on peut dire que les troubles de personnalité borderline sont une problématique de santé Oui, mentale? Oui. oui, C'est un ensemble plus large. Là, on fait un diagramme de Rennes, tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je suis désolée, je suis pas trop sûre de comprendre la question. Alors, je vois Martine qui lève la main. Je suis désolé, on ne peut pas fonctionner avec les mains levées, mais j'ai vu que vous aviez fait des commentaires dans le Q&A. N'hésitez pas à poser votre question à cet endroit-là. Est-ce que c'est par rapport à la question de Noël, ça peut être par rapport à des dispositifs de soins qui ont pu être mis en place ou des choses comme ça? C'est par rapport à la question grande cause nationale aussi ou pas? Moi, je me demandais peut-être aussi, Noël, je suggère, du côté de la symptomatologie, c'est-à-dire il y a comme ça des symptômes, on peut dire, liés aux troubles de personnalité borderline, mais qui sont ce qu'on met en avant Hmm, dans les grandes problématiques de santé mentale. Si on parle santé mentale des jeunes, les scarifications, hmm, les comportements auto-agressifs, les tentatives de suicide et les suicides, etc., etc. Et hmm, donc, en fait, c'est vrai que il y a une critique hein, du terme de santé mentale, on parle de santé mentalisme, parce que c'est vrai qu'on le met un peu à toutes les sauces. Mais je crois que ça désigne, oui, des troubles, en tout cas des manifestations qu'on retrouve dans les troubles de personnalité borderline. Donc je la comprends comme ça, la question. hmm, Et donc finalement, c'est les critères diagnostiques, on en a parlé un peu au début. Il y en hmm. a, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas borderline. Oui, Et tout ceux à qui fait. se scarifient, etc. Je- Peut-être que la question de Noël était celle-là, mais pardon de parler en son nom. C'est une des difficultés des échanges. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais si c'était ça la question, ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ce que vivent certains patients, moi, qui me rapportent en termes
d'invalidation, ne serait-ce que de leurs troubles, ou des fois quand ils disent à des proches ou à des personnes qu'ils rencontrent, bah voilà, moi j'ai un trouble dans lequel on retrouve de la peur de l'abandon, des émotions qui changent souvent, du désespoir, j'aime des gens puis je les aime plus. Bah des fois on leur répond bah ouais enfin bon, qui n'a pas peur de l'abandon, enfin c'est qui vit pas des émotions à un moment, c'est pas un trouble ton truc, c'est juste être humain quoi. Bah ouais, mais la différence, ça va être cette histoire d'intensité. Ça va être cette histoire d'intensité et de à quel point ça les handicape. Parce que, oui, moi, j'aime pas trop ça non plus, l'idée d'être abandonné. En réalité, je suis pas fan. Euh, moi aussi, ça m'est arrivé dans ma vie, dans une relation amoureuse, de me dire, oh là là, ça va être compliqué si la personne, elle s'en va. Et allez, là, je vais quand même me suradapter un petit peu, histoire d'activer un petit peu son attachement. Même si sur le coup, je me suis pas dit comme ça, évidemment. Ça s'est fait spontanément. Pour autant, moi, j'ai quand même conscience que si je suis quittée, je vais survivre à ça. Une personne qui a un trouble de perso borderline et qui a le symptôme de peur de l'abandon un peu sévère, cette évidence-là n'est pas une évidence, hein. Voire même l'inverse semble plutôt vrai. C'est évident que je vais mourir de ma rupture. Je ne pourrai pas m'en remettre. Donc, moi, pour moi, c'est oui, évidemment qu'on voit des liens. Il y a des humains quand même qui vivent toutes ces choses-là, mais que dans tous les troubles de perso, hein, d'ailleurs, hein. Pas que troubles de personnalité borderline. Pour autant, c'est l'intensité du fonctionnement et la rigidité de ce fonctionnement-là qui va faire que là, on peut parler de pathologie. Si c'était ça la question de Noël, si je l'ai pas comprise, pardon. Je pense que Noël a précisé en dessous. Sandrine qui a mis le lien de connexion, justement. Merci. Voilà, de connexion familiale pour les formations. Alors, je le mettrai en description de la vidéo qui Trop sera cool. en ligne sur notre chaîne YouTube. C'est proche au pluriel, du 6 borderline.org. Là, n'hésitez pas à aller voir. Merci à Sandrine. Maïlis qui demande, est-ce que vous observez une différence pour la TCD en individuel ou en groupe? Oui. Oui. Là, ils sont plus nombreux. Oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Le groupe, alors je vais peut-être pas toutes les donner. Après, je sais pas si Maëlys avait un, un, comment dire, un aspect enfin un aspect bien attendu de la question sur un point plus spécifique. Mais du coup, si je dois répondre de façon générale, en fait, il y a des inconvénients et des avantages aux deux, je pense. Je vais me baser sur en tout cas ce qui m'est dit de la part des patients. Euh, et ensuite, je peux donner aussi le point de vue des soignants, il n'y a pas de souci, donc celui-là, je donnerai le mien. Pour les patients, il y a quelque chose de beaucoup plus exposant en groupe. C'est pas pareil d'aller raconter à son psy individuel, voilà, hier j'ai consommé, que d'aller le dire en retour de tâche. C'est beaucoup plus exposant. Ceci dit, qui dit plus exposant dit aussi du coup peut-être des moments de renforcement plus intenses. Parce que peut-être, je vois une fois on a une patiente voilà sur un retour de tâche qui nous a dit ah mais c'est hyper la honte de dire que j'ai consommé hier, j'ai pas trop envie de revenir de revenir là-dessus devant tout le monde. Et en fait c'était un mini groupe de 3 et il y avait moi en soignant dans ce mini groupe et donc on était 4 en tout et les autres lui ont commencé d'elles-mêmes à dire mais tu sais moi aussi je consomme, alors moi c'est plutôt du cannabis. Et moi aussi, j'ai déjà consommé énormément d'alcool. Aujourd'hui, je consomme plus, mais franchement, je te comprends. C'était tellement facile de consommer à cette époque. Ça me faisait tellement de bien pour gérer des moments qui étaient tellement durs. Enfin, et en fait, ben, la victoire, elle s'est dit, bon, bah, ok, je partage, du coup, j'ai envie de partager. Et la victoire de l'avoir fait, mais elle était encore plus belle, quoi. Elle était trop contente à la fin. Elle nous l'a dit, hein, je suis trop contente, j'avais pas du tout envie de partager. En fait, c'était trop bien de le faire. Et je crois que cette émulsion-là, on peut la retrouver euh, quand même plus en groupe. Je me sens que moi, j'allais me faire un peu de dévoilement de soi. J'avais des petits traits de stylo ici. Et je lui dis, bah, regardez, ça, c'est mon nombre de clopes. Parce qu'en fait, je journale mon nombre de cigarettes en ce moment. Parce que c'est aussi une addiction dont j'aimerais me défaire. Vous voyez, aujourd'hui, je n'en ai pas. Pas encore fumé aujourd'hui. Pas encore. Mais ouais. Donc, je dirais ça. Dans le groupe, il y a un effet partage d'expérience qui peut être plus intense et donc plus exposant et plus intense. Mais ceci dit, le revers de la médaille existe aussi, hein, parce que par contre, on peut avoir du coup beaucoup plus de contagion émotionnelle. Voilà. C'est pour ça qu'on demande dans le contrat thérapeutique. Moi, je vous ai montré celui de l'individuel là, mais il y a aussi le contrat thérapeutique de l'hôpital où on demande
à ce que les pensées suicidaires, les pensées noires ne soient pas un tabou dans le groupe, mais qu'elles soient dites lorsqu'elles ne sont pas présentes. On peut tout à fait, dans le module de tolérance à la détresse, il n'y aurait pas de pertinence à en faire un tabou. On peut parler du fait que telle ou telle situation nous amène l'envie de mourir. Par contre, euh, pas si c'est présent. On peut pas dire dans le groupe, là tout de suite maintenant, j'ai envie de mourir. Non, ça, hop là, on sort du groupe, on va le dire à un soignant en individuel parce qu'on essaye d'éviter la contagion émotionnelle. Donc ça, ce serait une des différences que j'aurais à dire à Maëlys. Et puis, voilà, je sais pas si ça suffit. Et alors, donc, Martine te remercie. Merci. Elle dit qu'elle est psychologue clinicienne, thérapeute systémique familiale centrée solution. Cool. Du coup, les outils dont tu as parlé lui parlent beaucoup et qu'elle travaille en EHPAD et qu'ils sont très preneurs de ces outils. Euh, voilà, on parlait des équipes et donc des angoisses importantes concernant les TH chez les personnes âgées. Qu'elle utilise aussi les contrats, parce que ça permet de mettre le résident dans un rôle d'acteur de sa thérapie. Ah ouais, trop bien. Et sur la création de réseaux, même chose, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Eh ben, merci Martine pour ce partage. Mais oui, merci beaucoup. On s'était donné comme objectif 11h30. Peut-être juste avant, Marie. Après, je peux dépasser un tout petit peu. C'est juste, j'ai une Ouais. consulte à midi et demi. Mais après, Ouais. je peux envoyer un petit message pour dire que j'aurai un petit peu de retard. Est-ce que tu pourrais faire un rappel sur les comorbidités avec la personnalité borderline? Oui, oui, oui. Parce que comme tu vois quasiment que des Oui, borderline, donc tu as une expérience. oui. Bah, en plus, c'est un trouble hyper comorbide pour le coup. Mais aussi parce que on peut se poser la question de plus en plus de voir ça sous le prisme dimensionnel plus que catégoriel et de se dire qu'en fait potentiellement le trouble de perso borderline c'est le tableau clinique qui nous saute aux yeux en bout de course et que c'est comme ça que que tout se manifeste, mais qu'en fait si on ouvre le grand sac du trouble de perso borderline il y aurait plein de mini trousses finalement à sortir très certainement. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Je suis désolée, je pourrais pas dire dans 90%. La plus grande comorbidité, c'est celle avec le trauma complexe, le trouble de stress post-traumatique complexe. Ouais, ouais. Il y a quand même, il me semble avoir vu un papier il y a pas longtemps qui disait quand même que dans un quart des cas, on peut quand même observer du trouble de personnalité borderline sans événement traumatique identifiable. Mais ça veut quand même dire que dans trois quarts des cas, une personne borderline, on peut quand même identifier des événements traumatiques de façon significative. Donc bon, elle se pose là, cette comorbidité, hein, je crois qu'elle est pas là pour rien. Évidemment, on va avoir une très grande comorbidité avec les troubles de l'usage des substances, puisque on parlait comportement impulsif, etc., etc. hein, donc bien sûr que ça peut. De tout ça, puis des fois, c'est une tentative justement de réadaptation. Ouais, carrément. La conso quand on est. C'est clair. Ouais, ouais, oui, c'est un régulateur émotionnel. Mais en vrai, c'est malheureusement des fois la substance est une vraie copine. Hein. C'est vraiment régulateur émotionnel, quoi. C'est ouais, carrément. Le TDAH, Oui. beaucoup. Ouais. Bah, c'est vrai que si on regarde la forme mixte du TDAH, pour moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode, mais en fait, on dirait qu'on est en train de me mettre le tableau clinique du trouble de perso borderline sous les yeux, quoi. Entre la dysrégulation émotionnelle, la difficulté à gérer les moments, même les moments de crise, parce que peut y avoir des moments de crise avec débordement, la sensation d'être surmené, ou au contraire d'avoir du mal à initier les tâches. En fait, il y a tout un versant émotionnel dans le TDAH. Et puis de l'autre côté, on va avoir des patients borderline qui vont nous dire ah ben j'ai des problèmes de mémoire. Bon, pour certains, c'est pas tant des problèmes de mémoire, c'est que c'est un problème d'encodage de l'info, quoi. C'est que forcément, il y a tellement d'émotions qui sont en berne tout le temps que c'est pas tant que c'est dur à récupérer en mémoire, c'est qu'en fait, vous l'avez pas encodé, l'info. Et c'est pour ça que j'avais une collègue neuropsy, moi, qui me disait, quand je lui envoyais des patients à moi, donc pas forcément borderline, quoi, elle me disait, attends. Elle me disait, en fonction de où vous en êtes, en fonction de comment ça se passe, la stabilisation émotionnelle, enfin la régulation émotionnelle, je vais plus ou moins dire oui. Parce qu'elle dit, je veux pas faire payer un bilan à 300 € sur lequel moi je vais bosser pendant 12 heures à une personne qui, de toute façon... Pardon? Je croyais que c'était 400 €.
Ah, ça peut peut-être, je sais pas. On a chacun fait ses prix, hein, ceci dit, mais en tout cas, on n'a pas d'ordre nous encore les psychologues, donc chacun fait ses prix. En tout cas, en tout cas, bon, je vais pas faire payer des centaines d'euros un test à quelqu'un qui va peut-être arriver et qui va être déjà biaisé en fait dans sa capacité à encoder des infos, à les récupérer en mémoire, de par une instabilité émotionnelle et une dysrégulation émotionnelle. Il y a le trouble bipolaire aussi. Oui. Enfin, je sais pas si tu... Oui, 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 carrément. Oui, oui, c'est une comorbidité qui existe. Et il y a aussi un phénomène, d'après ce que j'entends chez les patients, il y a un phénomène aussi d'errance diagnostique qui parfois, malheureusement, est passé par la case bipolaire. Je connais beaucoup de patients à qui qu'on a diagnostiqué bipolaire avant d'être diagnostiqué borderline. Et des fois, alors nos collègues psychiatres, des fois, ils font vraiment le diagnostic différentiel en disant ah ben non, à l'époque ça avait été dit comme ça. Finalement, on revient sur l'idée. Et des fois, la comorbidité est installée officiellement dans le dossier médical de. Alors, on avait quand même raison à l'époque, et en fait, on se rend compte que finalement, ça prend aussi cette tête-là. Donc les deux Parce existent. qu'on dit que le diagnostic de trouble bipolaire, en général, il faut une dizaine d'années avant Ah ouais? qu'il soit posé. Oui. Ok, ah, ça je savais pas. D'accord, ok. Une dizaine d'années, ah oui. Oui. Oui, mais, C'est- en tant qu'hypothèse diagnostique, Oui. c'est souvent fait en première intention, après un truc de borderline et après TDAH. Ouais, On a comme ça les patients trentenaires, 30 et quelques qui font ok. des pas. Ok, ok, ouais, il y a des étapes. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est intéressant. Hmm. Ouais, donc, du coup, avec un essai de thymorégulateur qui ne donne pas grand-chose. Bon, et puis Hmm. derrière, effectivement, un travail jusqu'à un bilan avancé. Ok, d'accord. Et sinon, comment dire, la personne dont tu parlais, là, qui a 70 ans, la plus âgée, non, t'as pas une petite vignette, Non, tu t'en es pas occupé, toi? non, j'ai pas eu le temps, désolé. Ah oui. Non, Ah, non. Non, je pense qu'il y a un truc à penser. C'est vrai que tu vois, des vieux borderline qui auraient besoin ah oui, d'une thérapie, on en Ouais, rencontre pas carrément. non plus des milliers. Non. Voilà. Mais sans doute qu'il y a des endroits, en fait, où tu veux dire qu'ils sont ça morts va. avant? Souvent, quand même. Bon, il y en a aussi quand même qui se sont auto-adaptés quand même. Oui, bien sûr. Quand même. Bah oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est pas déjà là où ça a été observé sur des âges moins avancés, c'est pas la majorité des personnes borderline qui réussissent un passage à l'acte, quoi. Donc. Parce que moi, j'avais regardé un petit peu, enfin, j'ai plus ça présent dans l'esprit, et il y a assez peu d'articles sur les borderline vieillissants. Oui, Ouais, très oui, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Après, il y a ce fameux mythe. Moi, tu vois, j'ai une patiente, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais je comprends pas. J'ai eu 35 ans la semaine dernière. Le trouble il est toujours là. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi? C'est quoi cette histoire? Oui, mais en fait, il y a un mythe qui existe comme ça. Oui, oui, qu'elle elle avait trouvé sur Internet. Donc, en tout cas, dans les tréfonds d'Internet, le mythe existe que le trouble de perso borderline s'arrête à 35 ans. C'est pas vrai du tout. En fait, mais c'est basé quand même sur une observation, sur une vraie observation, qui est que par contre, les symptômes les plus bruyants et les plus externalisés peuvent avoir tendance, même spontanément, donc sans prise en charge particulière, peuvent avoir tendance à s'éteindre au profit d'autres façons de gérer, un peu comme je sais pas, on dirait pour le dire avec des mots pas jargonnants, comme un peu par lassitude. C'est-à-dire d'escarification, si la personne elle a commencé quand elle avait 15 ans, bah peut-être que 20 ans après en fait elle commence à se rendre compte que ça lui fait plus mal qu'autre chose, que les fois où c'est un peu profond, c'est plus relou d'aller aux urgences qu'autre chose, et qu'en fait ça règle pas le problème. Donc en fait, il va y avoir un côté ça peut s'arrêter spontanément même s'il y a pas de prise en charge. Moi, c'est plutôt de façon validée, c'est plutôt ça que j'avais lu dans un article. Ouais, Quand même, qui se fait, la vie. Et après, ouais, alors, c'est pas 35 ans, évidemment, après 35 ans, c'est peut-être un c'est moment ça. où il y a beaucoup de gens qui vont avoir un environnement beaucoup plus sécurisé, qui Ouais. vont peut-être réussir à trouver une voie un peu stable, une vulnérabilité va un peu plus se forger, etc. Donc, il y a plein de facteurs de vulnérabilité qui vont se réguler aussi C'est clair. pour une majeure partie des gens. Hein, pour tous. Après, on peut avoir aussi ça chez les personnes âgées, des facteurs qui auront de vulnérabilité qui auront disparu vont se réactiver avec l'âge parce qu'ils vont Ok. faire un compagnon qui les aura sécurisés toute leur vie, parce que la retraite, en fait, qui leur a permis de par leur travail d'avoir une identité. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses où nous, on va voir plutôt sur vue de l'attachement, des choses qui vont se réactiver dans des attachements qui ont été
très sécurisé. Et après, autre chose pour aller dans cette théorie de pourquoi est-ce que ça disparaît avec l'âge. Alors là, on parle pas de 35 ans, mais on sait qu'avec le vieillissement, il y a des modifications structurales et fonctionnelles du cerveau qui font qu'on a des biais aussi, enfin une amélioration, une tolérance, meilleure tolérance à son environnement, parce qu'on sait qu'on a des biais de positivation. Enfin, il y a des choses qui font que parmi les maigres choses qui sont plutôt fonctionnellement agréables avec le vieillissement, dans son vie cognitive de positivation et tout, il y a Ouais, quand même carrément. une meilleure tolérance de ces trucs, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais ouais, non. Les scarifications non plus ne procurent plus l'apaisement. Enfin, je me souviens de jeunes patients qui passaient au centre d'accueil, elles me disaient que ça les apaisait, enfin, de voir le sang. Oh, bah oui, oui. Donc, Oui, ça ça veut dire peut. que ça ne procure plus du tout ce Parce type. que quand on est mieux qu'on a de l'arthrose, il suffit d'aller marcher. Est-ce que par hasard, vous parliez de sex ratio tout à l'heure, on voit un lien avec les SPM, le cycle menstruel, certains impacts sur les troubles borderline, voilà, quelque chose dans cet ensemble-là où pour le moment il n'y a pas du tout d'études là-dessus et on ne sait pas s'il y a un lien ou pas du tout. C'est possible qu'il y en ait. C'est possible qu'il y ait des études. En toute honnêteté, s'il y en a, je les connais juste pas encore. Sur les idées suicidaires, oui. Ok, tac. Ouais. Il y a l'embellie des suicidaires. Et, Ok. et Ouais. même, maintenant, c'est documenté quelque chose. Il y a des personnes qui ont des idées suicidaires uniquement en ce moment, Hmm, en SPM. Voilà. Mais on a une patiente l'autre jour. Pardon, désolée. On a une patiente l'autre jour à l'hôpital, elle nous a. Alors, typiquement, elle a ce profil-là. Elle nous dit, en fait, mes symptômes borderline n'arrivent que lors de du moment où je vais avoir mes règles. Et elle nous a parlé de quelque chose que je connaissais pas encore du corps. Alors, moi, j'ai pas 15 ans d'expérience, hein. Moi, je suis un bambin psy, hein, encore, hein. Plus tout à fait un bébé, mais un bambin en tout cas. Elle nous a parlé. Alors, c'est pas seulement le SPM, il y avait des lettres avant, mais réellement comme si c'était un vrai trouble. En fait, apparemment, elle, on lui a parlé d'un trouble dysphorique Oui, oui. prémenstruel. Oui. Ouais, c'est ça. Et ben moi, elle me l'a appris, ce titre-là, enfin cette dénomination-là, elle me l'a appris il y a 2 semaines. Donc pour vous dire, ça existe sûrement, il y a sûrement des études, mais vraiment pour le moment, je les connais pas du tout encore. Mais c'est cool grâce à elle et à vous, du coup. J'aurai le temps de me pencher un peu plus sur la question. C'est des études qui éveillent beaucoup de soupçons parce qu'il y avait l'histoire justement de pathologiser ce moment-là particulièrement, Ouais. au moment où précisément il y a un labo qui ressortait une molécule Ouais. sur cette cible-là. Et donc depuis, en fait, toutes les études sont entachées de cette question. C'est quel labo pour ne pas le nom? Lily. Ah. Ok. C'est fort, donc c'est quoi Attends. c'est quoi ce Tu sais, le truc, tu as une étude qui dit que c'est pas super efficace sur les épisodes dépressifs caractérisés, et puis oh, mais attends, ça marche pour ce truc-là. Et c'est un vrai problème, d'accord? Il y a le vent de pluie, en fait, qui sont. Ah ouais. Oui, Je suis donc prêt au montage. On n'est pas en procès. Ah ça, c'est toi qui vois. Et dis-moi, les patients que tu vois sont la majorité médiquée ou pas du tout? La majorité, oui, la majorité médiquée. Oui. Ouais. Malgré tout. Malgré tout, oui. Mais c'est pas en relation avec les commandes. C'est pour le truc. Alors c'est pour les symptômes. C'est pour certains symptômes du trouble de perso borderline, mais d'après ce que j'ai compris, moi je suis pas médecin, mais d'après ce que mes collègues m'ont expliqué à plusieurs reprises et ce qu'on a pu quand même voir dans les formations où on nous dit quand même que pour les troubles de personnalité, en tout cas borderline, la première intention c'est la psychothérapie et la médication vient après, ce qui n'est pas le cas dans tous les troubles, hein. J'ai bien compris que trouble de l'humeur c'est tout à fait l'inverse, ouais. Euh, ben en réalité, voilà, il y a pas de traitement pour le trouble de personnalité borderline. D'ailleurs, moi, quand j'ai des patients qui me parlent de leur traitement, je vois aucune ligne directrice. Je vois, ouais.
Ouais, C'est comme ça. mais c'est bien, j'apprends plein de noms de médicaments différents, du coup. C'est super. Mais